Une nouvelle maladie vient d'être classée comme urgence de santé mondiale. Elle a déjà contaminé des milliers de personnes dans le monde et elle a frappé l'Europe de manière totalement inattendue. Aujourd'hui, on va parler évidemment de la variole du singe. Une maladie pas trop nouvelle, mais un peu quand même, dont on parle tout le temps en ce moment. C'est un peu flippant. Donc voilà, on va essayer de décortiquer tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Comment? La maladie a pris ses quartiers en Europe au début du mois de mai, et donc avec les infos disponibles 3 mois après, on va essayer de comprendre ce que c'est. Donc là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo le mardi 2 août, vous l'aurez donc mardi prochain, c'est-à-dire le mardi 9, c'est important de remettre tout ça dans son contexte parce que les infos peuvent évoluer d'ici là. Comprenez aussi que ce script a été écrit à partir du 26 juillet dernier, donc voilà, les infos peuvent évoluer au fur et à mesure. Donc elle est arrivée en Europe, et c'est d'abord chez nos amis les Anglais qu'elle a débarqué. Mais rassurez-vous, il n'a pas fallu très longtemps pour qu'on ait notre premier cas rien qu'à nous en France. Parce que le 19 mai dernier, soit juste quelques jours après, un homme de 29 ans résidant en Île-de-France a lui aussi à son tour été diagnostiqué à la variole simienne. D'ailleurs dans cette vidéo on va dire variole simienne, ok? Et depuis, plus de 1900 autres cas ont suivi en France. T'imagines le truc? Ça commence à faire beaucoup. Alors j'avoue, on est habitué à des chiffres titanesques avec le Covid, mais voilà, ça fait peur quand même. Et au 24 juillet dernier, 74 autres pays étaient également touchés. C'est une épidémie qui semble quand même majoritairement toucher l'Europe pour l'instant, car il faut le dire, selon l'OMS, 80% des cas diagnostiqués seraient sur notre continent. Pas de chance. Et encore plus parce que personne s'y attendait. Déjà parce que l'Europe n'a jamais connu une flambée pareille de cas de variole simienne, et ensuite et surtout parce que c'est la première fois que les chaînes de contamination ne semblent pas être directement liées à l'Afrique. Parce que ouais, c'est en effet plutôt là-bas que habituellement la variole simienne fait des dégâts. Alors en tout, on lui connaît 2 souches. La première, c'est la plus sévère avec 10% de létalité. Elle est connue pour frapper plutôt du côté du bassin du Congo. Et la seconde, qui nous concerne ici, son coin c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest. La raison, c'est que cette maladie zoonotique se transmet d'habitude principalement par le biais d'animaux infectés vivant dans les zones forestières de ces régions du monde. Et petit spoiler, tranquillement, il ne s'agit pas de singes. Non, en fait, c'est plutôt des rongeurs. Et d'ailleurs, c'est pas la seule surprise que cette maladie nous a réservée au cours des dernières années. Non, parce que depuis les années 2000, le nombre de maladies a sacrément augmenté. Pire, dans les années 2010, le nombre de cas suspects, probables ou confirmés, a même été multiplié par 10 par rapport aux années 80. Une hausse vraiment assez ouf quand même, pouvant s'expliquer par l'arrêt de la vaccination contre la variole humaine, mais aussi par une meilleure détection qui a poussé la communauté internationale à activement surveiller sa propagation. Et contrairement au Covid, là ils ont un peu senti venir le truc, tu vois. Ils l'ont senti, pas comme avec le Covid, allez ça c'est une petite blague. Voilà. Il faut se détendre un peu. Et si cette maladie fait dans l'inédit en s'attaquant à l'Europe, sachez-le, c'est loin d'être sa seule nouveauté. Accrochez-vous, car ce virus de la famille des orthopoxvirus, soit comme notre variole à nous, mais en un peu plus sympa, voilà, ça fait longtemps qu'on la connaît. Mieux, ça fait même 64 ans. C'est en effet en 1958 qu'elle a été découverte pour la première fois chez des singes élevés en labo au Danemark. Et 12 ans après, le premier cas humain était détecté en République démocratique du Congo, chez un enfant de 9 mois. Une expérience assez longue qui nous permet de savoir que c'est un virus à ADN. Et contrairement aux virus à ARN comme le Covid, eux, ils ont tendance à moins muter. Et pourtant, cette infection, d'habitude, c'est par de la fièvre, des maux de tête, un gonflement des ganglions lymphatiques et des douleurs musculaires qu'elle se manifeste après une période d'incubation de 5 à 21 jours. Et c'est seulement dans un second temps que le petit truc qui nous dégoûte un peu tous là, que la fameuse éruption cutanée a lieu. Une éruption cutanée à base de petites vésicules remplies de liquide qui pointent le bout de son nez, tu vois, c'est un peu dégueu. Son spot préféré, c'est le visage, suivi de l'ensemble du corps, jusqu'aux paumes des mains et la plante des pieds. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le corps. Et oui, une symptomatologie qui semble ici avoir un petit peu évolué. Car selon la toute première étude faite sur cette souche, en plus d'être moins souvent accompagnée de fièvre et de fatigue, c'est plutôt du côté de l'anus ou du pénis que les lésions seraient les plus fréquentes. La bonne nouvelle, c'est que les complications à base de surinfection cutanée, d'atteintes respiratoires, ophtalmologiques ou encore neurologiques semblent toujours pour l'instant être assez rares. Pour l'instant. Et mieux même, dans la plupart des cas, la variole simienne continue de guérir spontanément en 2 voire 3-4 semaines. Par contre, il n'y a pas que sa symptomatologie qui semble avoir changé. Non. Une autre nouveauté, c'est que sa transmission interhumaine semble également un peu boostée. Habituellement, c'est simple en fait, les contaminations entre humains semblent assez rares. Et si elles arrivent, c'est aussi par contact direct et aussi prolongé avec une personne infectée. Ça veut dire avec les fluides corporels ou encore les objets qu'elle a touchés. Et si une contagion par voie aérienne est aussi envisagée, ce serait plutôt pour l'instant assez exceptionnel. Du coup, c'est plutôt à la maison que c'est censé se passer. Ces derniers temps pourtant, en parallèle de cette flambée des cas, une voie de contamination semble avoir surpassé toutes les autres, à savoir les contacts vraiment très rapprochés entre individus, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je veux parler de la baisse quoi en fait. L'amour.
Et ça, on le pense à cause des localisations des lésions qui, je le rappelle, sont à côté des parties génitales. Bonsoir. L'hypothèse, c'est donc que lors de contacts très rapprochés, le potentiel de transmission interhumaine pourrait être maximisé. Et si on ne peut pas encore parler d'infection sexuellement transmissible car on ne sait pas si cela vient des sécrétions sexuelles, à moins que les personnes hétéros sachent faire l'amour en Bluetooth, perso je sais pas faire, ça veut aussi dire que la contamination peut survenir lors de rapports hétérosexuels. Parce que ouais, ça vous a peut-être pas échappé, pour l'heure la majorité des cas concernent des hommes ayant eu des rapports avec d'autres hommes. Une dissémination importante dans la communauté gay qui pourrait s'expliquer par l'organisation récente d'événements super propagateurs, comme par exemple la Gay Pride, et aussi parce que ces personnes sollicitent plus facilement les centres de santé sexuelle. Cette maladie pouvant se confondre avec la syphilis ou l'herpès, pas mal d'autres cas dans la population générale auraient pu ainsi passer à la trappe. Mais pour être encore plus précis, ce ne sont pas des hommes ayant des relations avec d'autres hommes qui sont principalement touchés par la maladie. Non, ce sont des hommes ayant des relations sexuelles avec plusieurs autres hommes. Car 74% des hommes gays ayant contracté la maladie ont déclaré avoir eu plus de 2 partenaires sexuels dans les 3 semaines avant l'apparition des symptômes. Indépendamment de l'orientation sexuelle du coup, le facteur principal de propagation serait plutôt la multiplicité des partenaires. Et c'est la raison pour laquelle l'OMS a clairement conseillé de diminuer leur nombre dans les prochaines semaines. Je tiens quand même à rajouter un petit truc, depuis quelques semaines, la communauté homosexuelle souffre d'une stigmatisation concernant cette maladie, et à tort. Comme expliqué, il faut parfois voir au-delà des statistiques et bien comprendre que cette maladie touche aussi les personnes hétéros, mais qui se font potentiellement moins diagnostiquées en proportion que les personnes bisexuelles ou homosexuelles, a priori plus sensibles à leur santé sexuelle. On est là pour parler d'une maladie qui peut absolument tous nous toucher. Bref, petite piqûre de rappel là-dessus, ça fait pas de mal. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, après 2 ans de coco, c'est légitime, la question vous a clairement frappé l'esprit, je pense. Est-ce qu'on doit craindre que cette épidémie prenne de l'ampleur? D'après les 2 spécialistes à qui j'ai parlé, la réponse est malheureusement oui. Et l'OMS semble d'ailleurs partager cet avis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une priorité élevée a été donnée à cette maladie, parce que ok, la variole simienne ne semble pas aussi contagieuse que d'autres infections, et ok, si 2 personnes en sont déjà mortes en Europe, aucun décès n'est pour l'heure à déclarer en France. Le problème, c'est qu'on est quand même passé de 17 cas à la fin du mois de mai à plus de 1900 à la fin du mois de juillet. Il y a quand même un gap. Et ça à cause de modes de transmission dont on ne connaît finalement pas grand chose. Le plan du coup, c'est de la déglinguer, cette maladie, avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Parce que la bonne nouvelle quand même, c'est que contrairement au Covid, cette fois, on a un arsenal vaccinal pour la dégommer. Et d'ailleurs, en France, ils sont déjà nombreux à avoir passé le pas, déjà parce que pas mal de personnes de plus de 43 ans ont été vaccinées contre la variole humaine avant son extinction en 1980, et ça leur confère déjà une petite protection mine de rien, et ensuite parce que la vaccination des publics à risque a déjà commencé en France. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, rappelez-vous la temporalité de son écriture, de son tournage et de sa publication, c'est important, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur la variole simienne pour qu'on se tienne un petit peu au courant de son évolution, etc. On verra. Je tiens à remercier évidemment Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, et Benjamin Roche, spécialiste des zoonoses et biologiste à l'Institut de recherche pour le développement. Merci vraiment à vous pour votre expertise et votre lecture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, c'est important, celle-ci elle est importante pour le coup. Merci à tous de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous comme d'habitude dans une semaine pour la prochaine vidéo, et quant à moi je vous dis à très vite, car la science n'attend pas. Ciao!